Salut tout le monde! Alors je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous expliquer si je devais repartir de zéro aujourd'hui, comment est-ce que je ferais, par quelles étapes je passerais pour monter un cabinet en libéral. Et le but ce serait de monter un cabinet et de le faire décoller le plus rapidement possible pour qu'il atteigne un rythme de croisière. Là ça dépendra de chacun, certains ce sera 30 par semaine, d'autres 40, d'autres 50 et d'autres bien plus que ça. Ok, alors c'est parti maintenant sans plus tarder. Aujourd'hui je vais vous montrer immédiatement sur le tableau jaune derrière moi comment est-ce que je ferais aujourd'hui pour repartir de zéro. Alors, vous avez du bol, je viens de recevoir ce truc-là d'Amazon avec toute la palette de couleurs, donc du coup on va pouvoir bien y aller et bien expliquer en détail toutes les étapes qu'on va faire. Alors déjà, c'est quoi la première étape même avant de démarrer un cabinet? Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? La première question, je dirais, à se poser, c'est déjà qu'est-ce que nous, on veut faire? Et pour savoir ce qu'on veut faire, il faut déjà déterminer une chose cruciale. Premièrement, du coup, il va falloir déterminer votre identité. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, qui vous voulez incarner en tant que thérapeute, ça va être très compliqué par là, du coup, de shaper votre message, d'avoir un message puissant, concret, qui va aller toucher, du coup, la deuxième étape, ce sera votre cible. Voilà, donc premièrement, vous avez votre identité, qui vous êtes, ce que vous voulez accomplir. Donc, de votre identité, on va pouvoir en déduire différentes choses. Premièrement, ici, on va avoir votre vision. Ensuite, de la vision, par exemple, si ma vision, admettons, d'aider tous les gens qui sont en dépression, ou d'aider tous les gens qui ont de l'anxiété, ou tous les gens, si vous êtes un peu plus niveau loco-régional, ce sera tous les gens qui ont mal à l'épaule, ou alors tous les sportifs qui font du rugby et qui s'arrachent les ligaments, enfin bref, vous m'avez compris. Quelque chose qui vous tient à cœur. Si par exemple, vous avez des enfants, ça peut être, et que, admettons, vous les élevez seuls, ça peut être aider les jeunes mamans à se sentir mieux dans leur corps et bien dans leur vie, dans leur tête, tout ce qu'il faut, pour pouvoir élever leurs enfants et être bien présente avec eux. C'est juste des exemples, et là, vous choisissez ce qui vous tient vraiment à cœur, et donc du coup, de votre vision aussi, ce dont vous pouvez vous aider, ce sont aussi vos valeurs. Donc, il y a votre identité, de votre identité va découler votre vision, ce qui va ensuite venir impacter et déterminer surtout votre cible, mais ce qui va vous aider à déterminer votre vision, comme on l'a déjà dit, ça va être du coup vos valeurs. Et les valeurs sont associées à l'image qu'on a de nous-mêmes, à qui on pense qu'on est, donc par conséquent à notre identité. Ça va venir affecter ça, notre vision de la vie, et donc du coup, la vision de la vie va venir déterminer aussi qu'est-ce qu'on apporte aux gens et quel type de soins on propose. Donc ça veut dire qu'en fait tout ça, ça va venir nous aider à déterminer quelle est notre cible. Donc la cible c'est quoi? C'est la population de personnes qu'on aide, ok? Une population cible, généralement ça veut dire qu'elle a aussi un problème, parce que nous c'est ça qu'on va faire en fait. En tant que thérapeute, accompagnant, coach, autre chose, personne qui aide d'autres personnes, on va les aider à résoudre leurs problèmes. Et leurs problèmes, ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose dans leur tête, ça peut être quelque chose dans leurs émotions, dans leur énergie, même je pense à des choses vraiment des fois beaucoup plus concrètes, mais par exemple dans leur organisation. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont peut-être des coachs ou des gens qui aident des autres gens à mieux s'organiser dans leur vie au quotidien parce que c'est le bordel et qu'ils n'arrivent pas à gérer et qu'ils se laissent dépasser par un million de trucs. Ça aussi, ça peut être une problématique, en fait, un symptôme comme une autre. C'est ça en fait, un problème. Si vous êtes soignant ou comme moi, chiro ou alors ostéo ou autre chose, vous allez bien comprendre ce mot-là. Un problème peut aussi s'appeler un symptôme. Donc il y a certains chiro qui se focus uniquement sur la pédia ou les femmes enceintes ou les sportifs ou d'autres complètement autre chose, mais la neurofonctionnelle, mettons. Donc aussi tous les enfants qui sont autistes, les choses comme ça. Donc ça, c'est très très large. Et ça va, comme je disais, être déterminé par l'identité, les valeurs et la vision. Parce qu'en fait, là réellement, ce qui va se passer, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'aider les gens dans vous, un problème déjà qui vous tient à cœur. Que vous l'ayez vécu ou pas, ou que vous l'ayez vu dans votre famille être vécu par quelqu'un, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous transporte, qui vous fait vous lever tous les jours et où vous dites, si je le fais pas, je vais pas me sentir bien. Donc ça veut dire vraiment que en faisant ça et en aidant votre population cible à résoudre son problème, vous vous sentez mieux. En gros, c'est ça. Et ça va vous apporter la satisfaction nécessaire pour, si vous voulez faire de votre métier une carrière,
faire, c'est ça qu'il vous faudra. Parce que c'est ça qui, même quand ça va pas, même quand vous êtes crevé, que vous êtes levé du mauvais pied ou que vous avez vos règles, eh bien vous allez quand même vous lever pour aller aider votre population cible parce que vous savez qu'ils ont un problème à résoudre et que vous voulez absolument les aider à résoudre ce problème. Moi, sur cette chaîne, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Par exemple, le problème ici, ça, si vous regardez cette vidéo, ça peut très bien être j'ai pas de patients, j'ai démarré mon cabinet, j'ai pas assez de patients, j'ai 0 patient ou je vais démarrer mon cabinet, j'ai peur que ça marche pas. J'ai peur d'être toute seule, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas par quelles étapes je dois passer pour avoir un cabinet qui a du succès. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, c'est toujours le même truc. Quand on aide d'autres personnes, on a une cible qui a un problème, on l'aide à résoudre son problème. En gros, c'est le truc principal à retenir. Tout ça, là, en fait, ça va être le travail de base. Parce que déjà, si vous ouvrez un câble et que vous n'avez pas fait ça, eh ben, c'est compliqué. Parce que, à mon avis, vous allez bien ramer parce que ça, c'est 90% de ce qu'il faut connaître avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, en fait. Avant même de penser à qu'est-ce que je vais, à quoi ma première visite va ressembler, à quoi mon compte rendu va ressembler. Ça, on va le voir après, ça rentre dans les procédures. Mais avant de mettre en place les procédures, il faut déjà que ça, ce soit au clair un minimum. Alors maintenant, admettons, vous avez trouvé votre local, vous travaillez de chez vous, ou alors vous travaillez en ligne par visioconférence, peu importe, vous avez déjà mis en place, comment dire, le côté un peu logistique, quoi, le côté un peu pratique de votre cabinet. Même avant de démarrer et avant d'ouvrir les portes du cabinet, une fois qu'on a déterminé ces deux choses-là, la troisième étape, ça va être de travailler sur votre acquisition. Donc l'acquisition, ça veut dire quoi? L'acquisition, ça veut dire qu'on amène des gens qui à la base sont des inconnus à être intéressés dans ce qu'on fait. À la base, c'est des inconnus qui ne vous connaissent pas, ils rencontrent quelque chose que vous avez produit. Donc quelque chose que vous avez produit, ça peut par exemple être Internet, ça peut être une publicité, ça peut être une conférence que vous avez organisée, ça peut être comme là par exemple une vidéo YouTube, un livre, ça peut être plein de choses en fait. Mais ils ont un premier point de rencontre avec vous. Donc là, c'est notre premier point de rencontre. Voilà. Là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce premier point de rencontre, ils ont rencontré du coup ce que j'appelle votre message. Voilà. Donc du coup, des inconnus sont tombés sur une de vos communications. Ça peut être aussi d'ailleurs le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est une rencontre un peu plus indirecte, mais en fait, c'est les gens, donc vos patients existants, qui répètent des choses sur vous et du coup, en répétant, en véhiculant votre message à travers leur expérience, vont provoquer aussi des shifts dans l'esprit de leur entourage. Et leur entourage va se dire « Ah, tiens, je ferais peut-être bien d'aller la voir aussi parce qu'elle pourra peut-être m'aider aussi avec mon problème ou un autre problème. » En fait, c'est ça à la base. C'est ça le truc le plus important. C'est que quand quelqu'un tombe sur la première rencontre avec vous, que ce soit en vrai ou en virtuel ou autre chose, votre message doit être assez puissant si cette personne est dans votre cible pour qu'elle comprenne ou en tout cas qu'elle se pose la question et qu'elle se dise tiens, peut-être que cette personne, à travers ce qu'elle dit, elle me montre qu'elle peut résoudre mon problème. Voilà. Et là, en fait, c'est pour ça que moi, par exemple, dans le système, ces programmes d'accompagnement que j'ai pour aider les thérapeutes à faire mieux marcher leur cabinet, ça, c'est super important et c'est un truc qu'on travaille beaucoup. Parce que au plus ça c'est clair, au plus ça ce sera clair, au plus le problème que vous résolvez est clair aussi, donc votre message sera clair aussi, et par conséquent, quand votre cible potentielle, des inconnus qui tombent sur vous pour la première fois, lisent quelque chose ou entendent quelque chose à propos de vous, ou voient juste l'énergie que vous dégagez, plus votre message est clair, précis, plus il sera puissant. Et il va résonner du coup avec les personnes potentiellement intéressées. Et donc en fait, à ce stade, la personne, c'est pas que ça reste un inconnu, c'est que comme le message va provoquer quelque chose en elle et elle va se dire tiens, cette personne peut peut-être m'aider. Et bien là, à partir de là, on va la transformer du coup en encore un i, mais cette fois-ci un i pour personne intéressée. Donc on veut qu'elle passe d'inconnu à intéressé. Tout ça, c'est le processus d'acquisition. Et le processus d'acquisition, comme je vous disais, il y a plusieurs moyens de le mettre en place. Vous avez par exemple, comme je vous dis, sur Internet, ça peut être à travers votre site, vos publications en organique, donc sur Facebook, même des fois sur Instagram, ça fonctionne aussi. Là, ça dépend beaucoup en fait de votre domaine, je dirais. Parce que un coach ne va pas communiquer de la même manière et ça dépend aussi surtout de votre cible, à la fois de votre domaine et à la fois de votre cible. Parce que selon là où votre cible se situe, vous n'allez pas utiliser les mêmes moyens pour l'atteindre. Donc, dans l'acquisition, si on parle, par exemple, si on reste sur l'acquisition online. Donc, l'acquisition online, ça veut dire en ligne. Bon, là, par contre, je vais effacer le tableau parce que ça me paraît un peu compliqué de me mettre à genoux pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait tout ça. Voilà. Donc, pour l'acquisition, c'est pas très compliqué. On a l'acquisition online et l'acquisition offline. Ça, c'est magique parce qu'aujourd'hui, on a Internet. À l'époque, ils avaient que l'acquisition offline. L'acquisition offline, du coup, ça veut dire littéralement qui n'est pas en ligne, hein, donc qui n'est pas en n'utilisant pas Internet. Là, qu'est-ce qu'on a?
on peut avoir plusieurs choses. Par exemple, en chiro ou même dans d'autres professions, c'est très connu. Un bon moyen d'attirer des gens potentiellement intéressés par ce que vous faites, c'est d'organiser des conférences. Des conférences, ou aussi ça peut être par exemple des ateliers. Donc ça c'est pareil, ateliers découvertes. Ça peut être aussi par exemple, nous on fait aussi beaucoup ça et ça marche très bien, des bilans. Donc par exemple des bilans gratuits, des bilans offerts. Un chiropracteur, typiquement, ça va être des bilans posturaux, admettons. Mais par exemple, pour quelqu'un d'autre, ça peut être un nutritionniste, ça peut être un bilan de santé, ou un diététicien, ou des autres choses comme ça, un bilan. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, tout ça, en gros, des événements gratuits que vous allez organiser. Donc, offline, ça veut dire quoi aussi? À l'époque, qu'est-ce qu'ils utilisaient avant Internet? C'était beaucoup plus laborieux et beaucoup plus coûteux, mais ils utilisaient les journaux. Et là, pareil, selon votre population, admettons, si votre truc c'est la gériatrie, les journaux, c'est une bonne idée d'y penser. Par exemple, vous voyez? En fait, on commence à réfléchir selon sa population cible. Donc, voilà, les journaux, c'est un des trucs. Je sais que par exemple, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, ce qui se fait beaucoup et qui donne beaucoup d'autorité, c'est de passer à la radio. Passer à la radio, passer à la télé. Donc là, par exemple, ça, c'est peut-être un peu plus indirect comme moyen d'acquisition. Honnêtement, pour être parfaitement honnête avec vous, il y a beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, il faut clairement cibler Internet, hein, parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça va prendre beaucoup moins de temps, et tout ça, c'est bien, mais ça doit venir dans un second temps, ok? Maintenant, on va voir du coup online. Qu'est-ce que ça veut dire l'acquisition online? Donc du coup, cette fois-ci sur Internet. Donc là, c'est simple. Le online, ça va se diviser en deux catégories différentes. On va avoir la présence en ligne gratuite. Donc le gratuit, c'est parce qu'il s'appelle aussi le contenu gratuit. Le contenu gratuit. Et puis du coup, vous vous doutez bien, après ça, on va aussi avoir le contenu payant. Voilà. Donc ça, c'est des publicités. Donc le gratuit, c'est par exemple les posts sur Facebook, sur Instagram que vous faites, enfin peu importe ce que vous utilisez pour communiquer, sur LinkedIn aussi, voilà. Le payant, ça va être les publicités. Puis bon, généralement, ça va être des publicités Facebook si on est thérapeute, ou sinon aussi les publicités Google. Et là, ça dépend aussi beaucoup de votre cas de figure, ce que vous préférez utiliser, mais aussi surtout ce qui marche le mieux. C'est toujours ça qu'il faut cibler. Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, votre activité? Donc du coup, le but de l'acquisition. Tout à l'heure, on a parlé que la personne se transforme d'inconnu en personne intéressée. C'est ça la transition qu'on cherche à faire. Une personne intéressée, par conséquent, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend rendez-vous. Si elle est intéressée, elle veut savoir comment vous travaillez, elle prend un rendez-vous avec vous. Donc du coup, qu'est-ce qui suit après ça? On a donc du coup ici le processus de conversion. Donc là, la conversion, c'est différent pour plusieurs personnes. Il y a différents types de conversion. Vous avez par exemple la première conversion, c'est-à-dire celle qui, moi j'appelle ça plutôt l'acquisition réellement, mais certains appellent ça la conversion. Première conversion qui passe d'intéressé à patient, qui prend une première visite avec vous. Donc il vous réserve une première visite, qui vient au rendez-vous et que vous aidez du coup au moins une fois. Après ça, moi ce que je considère comme la vraie première conversion, c'est ce qui se passe à la deuxième visite. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ici ce qui se passe, parce que c'est vraiment là le nerf de la guerre. Si vous arrivez à masteriser la conversion, vous n'aurez plus jamais de soucis à vous faire pour tout le restant de votre vie en ce qui concerne votre cabinet, gagner assez votre vie et avoir des patients. Ce sera ça, si vous le maîtrisez, ce sera plus jamais un problème, ce genre de choses. Ok, donc ça, c'est les différentes étapes par lesquelles doit passer votre patient la première fois qu'il rentre dans votre cabinet. C'est pas des étapes par lesquelles il doit passer, mais moi c'est ce que je conseille, c'est ce que j'utilise, c'est ce que la majorité des thérapeutes que j'ai vus et surtout des chiropracteurs par exemple que j'ai vus aux États-Unis, en Angleterre, aussi un petit peu en Espagne, dans plein de pays à part la France, utilisent ce genre de structure et ça marche. C'est ça le point, hein, c'est ça le but, c'est de faire des choses qui marchent. Il faut arrêter de faire les choses qui marchent pas, il faut juste faire les choses qui marchent. Quand on fait les choses qui marchent, on met les chances de notre côté pour que ça marche mieux pour nous aussi. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à ce stade, vous avez sûrement envie que votre truc marche, donc du coup écoutez bien ça, ok? Donc la première visite, ça c'est simple, c'est l'anamnèse. Donc là on a anamnèse, évaluation. Si vous faites des tests, et ben c'est là où vous faites vos tests. En gros, c'est là où vous définissez dans votre tête, est-ce que je peux aider la personne ou non? Vous avez peut-être déjà trié un peu avant les personnes avec un appel gratuit ou quand elles ont pris rendez-vous avec vous au téléphone, c'est possible aussi. Vous avez déjà un petit peu trié, mais là le but de la première visite c'est de déterminer est-ce que je peux aider la personne, oui ou non.
Non. Donc, grosso modo, ça veut dire vous posez un diagnostic, ok? Donc, par exemple, si quelqu'un a un problème en bas du dos, vous voulez savoir quelle est la nature du problème. Est-ce que c'est les facettes lombaires? Est-ce que c'est un disque? Est-ce que c'est une instabilité? Est-ce que c'est un truc de muscles posturaux? Parce qu'en fait, selon la nature, donc ça, on pose un diagnostic dans le but de connaître la cause du problème et la nature du problème. Une fois qu'on connaît ça, on va savoir exactement comment le résoudre et si nous, on n'a pas les compétences pour le résoudre, dans ce cas-là, on réfère à la personne la plus compétente pour aider le patient ou le client, peu importe, à résoudre son problème. J'espère que ça c'est clair, hein. Le but, c'est pas de récolter tout le monde et de faire croire des illusions aux gens. Le but, c'est réellement d'aider les gens, hein. Moi, je vous apprends pas ça pour faire n'importe quoi. Je vous apprends ça pour aider vos patients au mieux. Donc, on pose un diagnostic. Ensuite, ça peut être combiné dans la même visite. Il y a beaucoup de personnes qui font première visite et compte rendu combiné. Moi, j'aime bien les faire en 2 visites séparées. Ça me permet de me poser, d'étudier le cas et de comprendre exactement comment je vais construire mon plan de traitement pour aider cette personne. Je fais quand même un traitement du coup à la première visite, mais ça m'empêche pas du coup de séparer les deux parce que c'est comme ça que j'aime bien faire. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui combinent les deux et ça fonctionne très bien aussi. Les deux fonctionnent très bien. Mais pour là, cette vidéo, je vous l'explique en séparé, comme ça va être beaucoup plus clair quel est le but de chaque étape. Le but du compte rendu. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut expliquer à notre patient ou à notre client l'état des lieux. On va lui expliquer la situation, on va lui présenter, nous, notre solution et comment on peut l'aider à résoudre son problème et à sortir de sa situation pour aller vers la situation qu'il souhaite. Donc du coup, une fois qu'il a résolu son problème, qu'est-ce qu'il veut? En fait, à quel niveau il veut aller? Quel niveau est-ce qu'il veut atteindre? Et nous, en comprenant ça, on va du coup lui faire comprendre que oui, avec notre solution, on va pouvoir passer de ce point A au point B. Ok? Donc tout ça, c'est le but du compte rendu. Et en fait, normalement, à la fin du compte rendu, si vous avez bien fait votre travail de première visite et du coup de deuxième visite, là, le patient a envie, surtout si vous pouvez l'aider, qui comprend bien ça, il a envie, il est motivé pour démarrer un accompagnement avec vous. Et là, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de laisser croire aux patients qu'une ou 2 visites sont suffisantes pour résoudre un problème. On sait tous que souvent, il y a besoin de plus de visites que ça. Plus le problème est chronique, plus il est grave ou important, et même pas mal de problèmes, il y a besoin de plus de visites qu'une ou 2 visites, hein, clairement. Donc là, vous les appelez comme vous voulez. Il y en a qui appellent ça des visites, des sessions, des traitements, un accompagnement, peu importe. Moi, je m'en fous des étiquettes que vous utilisez. Du moment que c'est quelque chose qui vous va, et ben c'est très bien. Donc, vous utilisez l'étiquette que vous voulez. Moi, j'aime bien tout ce que je viens de vous dire. Visite, session, traitement, accompagnement, je les interchange sans problème. Donc du coup, là, à la fin de ça, on propose notre accompagnement aux patients. Et là, on n'a pas besoin de forcer en fait, parce que juste on dit bon bah voilà, tel est le problème, telle est la solution. Bon bah voilà, moi ce que je peux faire pour toi. Est-ce que t'es partant? Oui, super. Et bien dans ce cas-là, on démarre. Et puis après, on fait le nombre de visites ou l'accompagnement que vous avez mis en place jusqu'à... Moi, j'aime bien faire ça et je pense que c'est une étape nécessaire que je vois faite par personne, honnêtement. En tout cas, parce que ça, c'est un modèle que j'ai appris du coup dans les pays anglo-saxons. Mais en France, j'ai pas encore vu un seul chiro qui faisait ça. Il y en a peut-être que j'ai pas été visiter qui font ça, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est très commun. Mais ce qu'on fait au bout d'un certain temps, ça me paraît évident, on veut réévaluer le diagnostic initial. On veut savoir si le patient a progressé, s'il a résolu son problème, s'il a atteint ses objectifs. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait du coup une réévaluation. Voilà. Une réévaluation, ou aussi appelé, moi j'appelle ça aussi un réexamen. Voilà. On réévalue, on réexamine, bref, on recheck en fait. On veut être sûr que ce qu'on a fait a eu un impact sur la personne qu'on a accompagnée. Ça paraît logique, non? Et du coup, suite à ça, quand la personne a résolu son problème, vous allez voir que généralement, il y a d'autres problèmes qui émergent. C'est normal, parce que c'est très rare qu'on ait un petit problème. Admettons par exemple, si vous réparez des maisons. Voilà. Quelqu'un vous appelle, vous savez faire plein de trucs dans une maison. Quelqu'un vous appelle, ah, il y a ma fenêtre qui coince. Elle veut plus ouvrir ou elle veut plus fermer, peu importe. Vous réparez la fenêtre, puis vous lui dites, bon bah voilà, c'est fait, machin et tout, est-ce qu'il y a autre chose avec quoi je peux vous aider? Ah bah tiens, maintenant que vous êtes là, j'ai mon chiotte qui fuit. Ah, puis j'ai de la peinture qui se décolle. Et en fait, c'est ça. Et vous allez voir que, pareil, si vous réglez, par exemple, si vous faites une thérapie ou un truc comme ça, et que, admettons, à la base, vous partez sur un problème, je sais pas, de l'anxiété ou peu importe, autre chose, et que ça va mieux. Puis après, vous vous dites, ah mais finalement, j'ai remarqué que
qu'il y avait ça, certains schémas dans ma vie qui se répètent. Bon bah ok, on va travailler sur ça. Ah, puis après, il y a un autre truc. Et en fait, c'est ça. Quand vous allez trouver quelqu'un qui sait vous aider, après, là, beaucoup de personnes voudront continuer avec cette personne-là. Parce qu'en fait, elles comprendront, waouh, si elle m'a aidé pour ça, elle peut sûrement m'aider pour ça. Puis elle peut sûrement... Et moi, c'est comme ça, par exemple, des femmes à la base qui viennent me voir pour un problème lambda, un problème concrètement musculo-squelettique, rien de bien compliqué. En 6 séances, ça va largement mieux. Après, quand je leur parle de ce que je fais, comment je peux accompagner les gens, naturellement, là j'en ai une par exemple, elle vient de tomber enceinte, bon bah, elle m'a repris un accompagnement, mais cette fois-ci pour cette nouvelle problématique, la grossesse. Alors qu'à la base, je la traitais, il me semble, pour ses lombaires ou pour son cou, enfin un problème un peu de base quoi. Voilà, ce qui fait que du coup, à chaque réévaluation, on va réévaluer les critères qu'on a appris à notre première visite. Une fois que ces critères-là sont terminés, alors bien sûr, si c'est pas terminé, si le problème n'est pas complètement réglé, bah dans ce cas-là, on fait une boucle. C'est-à-dire que du coup, on repart sur un accompagnement. Typiquement, moi, je recommande des packages généralement de 6 visites. Donc après, les gens payent tout, payent à la visite, ça je m'en fous honnêtement, c'est juste une modalité, le paiement. Mais en gros, je réévalue mes patients tous les 6 visites. Voilà. Et après, paf, on continue jusqu'à la prochaine réévaluation, pareil que ça. Et là, je réévalue. Et typiquement, moi, je réévalue aussi beaucoup les pourcentages d'amélioration. Voilà, ça c'est un peu le schéma de comment mon cabinet fonctionne et comment surtout, pas juste mon cabinet, des grosses structures qui ont des dizaines de cliniques au Royaume-Uni, aux États-Unis, ailleurs, dans des pays où vraiment ils brassent beaucoup de patients comparé aux petits thérapeutes artisans que des fois on a en France qui voient 10 patients par semaine et qui se noient dans une goutte d'eau. Ben là, ces cliniques-là, si vous voulez faire marcher votre cabinet, c'est typiquement ce genre de système qu'il faut utiliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans la même échelle que ces grosses cliniques, parce qu'évidemment, si vous pouvez voir que 50 patients par semaine, ou 60, ou 40, ou 30, bah c'est très bien. Il ne faut pas dépasser vos limites, c'est pas le but. Mais si vous prenez ce que les grands font et ce qui marche, et que vous le mettez à votre échelle, c'est sûr que ça marchera pour un petit cabinet typiquement comme celui qu'ont les thérapeutes que j'accompagne. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe quand la personne, par exemple, on l'accompagne depuis quelques semaines ou quelques mois, ça dépend là de vos protocoles et de vos procédures plutôt. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a la dernière étape qui s'appelle la rétention. Et la rétention, typiquement, qu'est-ce que c'est? La rétention, c'est comme Amazon, par exemple. Amazon, la première fois que vous avez acheté sur ce site, c'était probablement il y a longtemps, beaucoup d'années. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette année, vous achetez encore sur Amazon? Alors là, on va pas rentrer dans les débats, hein. Certains détestent Amazon, certains adorent Amazon, on s'en fout. C'est juste un exemple, c'est pour illustrer ça. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens achètent aujourd'hui encore sur Amazon? C'est parce qu'ils sont satisfaits. Voilà, ils sont satisfaits de la livraison, ils sont satisfaits des produits, c'est rapide, ça marche bien, on peut retourner les articles. Bref, et puis surtout, certains ont carrément le truc Amazon Prime. Donc là, le système d'abonnement, c'est encore un autre délire, c'est un autre business model vraiment différent. Mais nous, on va rester sur notre cabinet, une chose à la fois. Qu'est-ce qui fait une bonne rétention? C'est la satisfaction des clients. Ça, la satisfaction des clients, la satisfaction des patients, ça doit être aussi forcément quelque chose qui est au centre de votre cabinet. Parce que l'acquisition, telle qu'on l'a étudiée juste avant, ça va beaucoup vous servir à démarrer et à faire lancer votre cab, à le faire décoller dans les premiers mois. Après, il faut bien sûr une bonne conversion, sinon vous allez passer votre temps à injecter de l'essence dans un moteur où il y a des trous. Donc clairement, vous allez vous vider, vous drainer de votre énergie, de votre argent, enfin tout, parce que l'acquisition, ça coûte cher en temps, en énergie et en argent. Si vous le faites par exemple en n'utilisant pas les publicités, ce sera de l'énergie et du temps. Si vous le faites en utilisant des publicités, ce sera de l'argent. Dans tous les cas, dans un sens, vous êtes perdant. Donc le mieux que vous pouvez faire, c'est vraiment au départ, booster avec une bonne acquisition, mais ensuite, il faut vraiment travailler sa conversion, ça demande de bien cibler aussi la population qu'on aide. Ensuite de ça, on a la rétention. La rétention, c'est ce qui fait que par exemple, moi des fois, j'ai des patients qui déménagent et qui arrivent au cabinet et qui me disent bah vous savez moi je cherche un nouveau chiropracteur parce qu'en fait avant j'habitais à tel endroit et ça faisait déjà 20 ou 30 ans, j'en ai déjà eu, ça faisait 30 ans qu'ils allaient voir le même chiropracteur et en fait bah le chiropracteur soit il est mort, soit eux ont déménagé et donc du coup bah ils cherchent un nouveau cabinet en fait pour avoir garder leur fréquence en fait, leur maintenance. Et bah ça c'est une bonne rétention et ça évidemment ça vient avec bien sûr la satisfaction des clients, mais on a aussi, et là on retombe sur un élément qu'on avait au tout début du process. Là, on a évidemment votre vision. C'est ça qui va aussi jouer énormément. Une vision forte
de pourquoi les gens, c'est bénéfique pour eux de revenir et que comment vous pouvez vous les aider pendant toute leur vie en fait. Mais ça, pas que vous êtes chiropracteur. Si vous êtes ostéo, c'est pareil. Si vous êtes coach, c'est pareil. Vous les aiderez pas peut-être de manière consécutive pendant toute leur vie, mais en fait, si vous êtes psy, pareil. Vous pouvez accompagner les gens à travers différentes phases de leur vie, mais en fait, vous déjà dans votre vision, ça doit être clair que pour eux, vous êtes là, vous êtes disponible, pilier, référent dans leur vie, auquel du coup ils peuvent revenir plusieurs fois s'ils ont besoin. Et c'est ça en fait la rétention. Donc, une vision déjà vous claire de votre côté et que vous communiquez aux patients. Bien sûr, comme on l'a dit, on a aussi la satisfaction. Donc la vision, la satisfaction du client et le client doit toujours aussi trouver un bénéfice à venir. Donc là, il faut qu'il y ait une raison. Une raison, du coup, on revient encore une fois au pourquoi. Et si vous avez ces trois éléments-là, vous que c'est clair dans votre tête, que la vision du CAB, les valeurs du CAB et de votre activité et de ce que vous faites, même quand les gens, comment dire, n'ont plus leurs symptômes initial, mais qu'ils veulent continuer à avancer ou à progresser avec vous, si ça c'est clair. Là, je prends toujours l'exemple de l'acupunctrice ou de la psy que je vais voir parce que c'est exactement ça que je fais avec elle. Maintenant, je suis plus dans un stade où j'ai un symptôme précis, mais c'est parce que je continue à avoir des bénéfices à chaque fois que je les vois, que je continue d'y aller parce que je sens qu'en fait, le chemin de progression fait ça. Et c'est ça, c'est ce que vous voulez. Au départ, le patient, il va y avoir sûrement une amélioration comme ça. Donc là, vous le faites passer timidement de -10 à 0. Et là, en fait, avec la rétention, là, du coup, il n'a plus de symptômes. En tout cas, son symptôme initial est parti. Mais il veut continuer à gagner des améliorations. Donc, vous le faites passer de 0 à +10. Et en fait, c'est ça. Par exemple, ici, c'est l'équivalent de prendre de l'aspirine, du paracétamol. On veut éteindre un feu. Il y a vraiment un problème urgent qui fait mal, qui est douloureux, enfin voilà, qui est symptôme, quoi. On veut éteindre le feu. On veut trouver la cause du feu, résoudre la cause du feu pour qu'elle ne revienne plus. À ce stade, on est là. Mais là, par exemple, c'est le paracétamol. Là, ici, ce serait la vitamine D. Moi, j'habite aux Pays-Bas. Donc ici, tout le monde est supplémentaire en vitamine D. Et un jour, j'allais bien et j'ai fait l'erreur, peu à peu, d'arrêter de prendre ma vitamine D. Ça, c'était il y a à peu près 3 mois. Et bien, vous savez quoi? Je me sentais de plus en plus fatiguée, de plus en plus pas bien. J'avais du mal à dormir, à récupérer. Et en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et un jour, je me suis rendu compte complètement par hasard que je prenais plus la vitamine D le matin. Alors que je la prenais de tout le monde parce que ici, elle est même prescrite par les médecins tellement tous les gens sont déficients en vitamine D dans les pays du Nord. Et vous inquiétez pas, qu'en l'espace de une semaine, j'ai retrouvé mon énergie, je pouvais dormir, la bonne humeur était là, enfin bref, j'étais revenue à un état normal. Et ben voilà, c'est exactement ce qui se passe en fait. Là, c'est l'équivalent du coup de prendre un cachet pour éteindre une douleur et enlever une douleur précise qui fait mal, qui dérange, qui est anormale, qui devrait pas être là. Là, on est à 0, neutre, normal. Et en fait, vous, ce que vous offrez aux patients avec une bonne rétention, c'est de toujours continuer à progresser et à aller de mieux en mieux, même s'ils sont finalement déjà bien ou normal, parce que là, c'est l'équivalent de prendre la vitamine D. On peut survivre l'hiver sans, mais la prendre pendant l'hiver, c'est mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura aidé, qu'elle aura un peu éclairé votre lanterne. Là, moi, si je devais redémarrer mon cab aujourd'hui, enfin un autre cabinet dans un autre endroit ou dans un autre pays, c'est exactement ça que je referais. Et en plus de ça, bien sûr, je réappliquerai toutes les procédures, c'est-à-dire je réutiliserai exactement les scripts que j'ai utilisés parce qu'ils ont super bien marché pour la première visite, pour le compte rendu, pour les réévaluations, les scripts aussi pour faire des bilans gratuits. Quand je dis des scripts, on n'est pas des acteurs, mais en fait, un script, ça va vous donner une trame, donc une structure dans votre tête, parce que souvent, la question, c'est « Ah, mais quand j'ai un patient qui vient au cabinet ou qui m'appelle, je dis quoi? Je fais quoi? Je suis perdue, je sais pas quoi faire comme test, je sais pas quoi dire quand je fais des bilans posturaux gratuits, des bilans de la colonne vertébrale ou des bilans ou des évaluations gratuites. » Et bien, en fait, c'est exactement à ça que ça va servir. Un script, ça va vous décrire étape 1, étape 2, étape 3, pendant telle visite ou pendant telle visite. Et du coup, ça fait que vous n'allez jamais être perdu. Et à chaque fois dans votre tête, vous allez savoir exactement comment amener votre patient ou votre client d'un point A à un point B. Et en fait, ça fait que vous serez toujours à l'aise dans votre cabinet, dans votre activité, parce que vous avez une structure précise pour chaque visite précisément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien servi. Et moi, je vous dis à bientôt dans les prochaines sur cette chaîne.